Bonjour Michel. Bonjour Christian. Je te passe la parole et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent ou qui viennent de rejoindre que nous travaillons sur une journée, 2 journées sur l'intelligence artificielle en santé et que nous avons le bonheur de travailler avec nos amis québécois puisqu'il s'agit de l'IREB, l'Institut international de recherche biomédicale. Et en ce sens-là, nous allons avoir la chance d'avoir nos amis canadiens qui vont être modérés, ainsi que certains intervenants français, parmi Michel Jean Stanton. Michel Stanton-Jean, je l'ai connue surtout quand elle était présidente du Comité international de bioéthique de l'UNESCO. Donc vous vous rendez compte la dimension qui est la sienne et elle-même en tant qu'historienne à l'Université de Montréal nous fait le plaisir donc de modérer cette séance. Tu as la parole, Michel. Oui, merci Christian. Nous avons 8 intervenants, alors qu'il n'y en avait que 3 à la séance d'ouverture. Donc, ça veut dire qu'on va être assez serré dans le temps. Donc, il faudrait vraiment s'en tenir au temps qui est alloué. Et peut-être qu'à la fin, nous aurons le temps pour quelques questions, même si, comme dit Christian, plusieurs sujets qui ne pourront être abordés ici le seront dans l'article qu'il vous faudra fournir à la fin. Je voudrais mentionner que évidemment, j'ai participé à la fin et à l'adoption, alors que j'étais sous-ministre de la Santé du Canada, de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme. Ensuite, la Déclaration internationale, celle-ci sur les données génétiques humaines. Et lorsque j'étais présidente du comité de bioéthique, à l'élaboration et l'adoption de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Ça, c'était la dernière en 2005. Donc, je crois qu'à travers tout ça, il y a un cheminement qui s'est fait, alors qu'au point de départ, évidemment, l'intérêt pour l'éthique était moins présent, mais je trouve à l'heure actuelle qu'il est présent un peu partout avec toutes les questions que cela pose pour l'intelligence artificielle. Donc, j'en dirai pas plus long comme présentation, mais je voudrais simplement mentionner que notre dernier conférencier ce matin, M. Rem Bikov, a repris la fameuse phrase science avec conscience en disant est-ce que ce sera encore possible? Mais pour obtenir ça, il faudra faire une ouverture sur la possibilité de prévenir les dérives, comme toujours, et d'essayer de profiter des possibilités de l'intelligence artificielle. On va passer d'une approche qui était assez philosophique et métaphysique ce matin à une approche sur les pistes de travail ou les théories qui peuvent se développer autour de l'intelligence artificielle. Est-ce un retour vers Potter? Est-ce une possibilité de vraiment mettre en œuvre la One Health, la santé globale, la bioéthique globale, etc.? Donc, toutes ces questions autour de la vie privée, de la solidarité, des biais possibles dans les données, des fausses nouvelles versus la liberté d'expression, la prise de risque versus les bénéfices possibles. Et puis, qu'en est-il du consentement dans tout cela? Ce qui me frappe, moi, dans l'évolution depuis le début des discussions sur le séquençage du génome, c'est l'arrivée dans le décor de l'acceptabilité sociale, qu'on ne nommait presque pas à l'époque. Ici, au Québec et au Canada, il se fait énormément de travail là-dessus, que ce soit via les patients partenaires, via les consultations de tous ordres et sur les méthodologies à utiliser, parce que le mot participation peut être un vain mot s'il n'y a pas de méthode pour la faire et l'évaluer. Alors donc, ça, je pense que c'est avec aussi ce qu'on disait à Habermas, je pense que c'est vraiment important dans la discussion actuelle, cette présence citoyenne. Donc, je vais procéder comme ceci. Je vais passer la parole à chacun des 8 intervenants à tour de rôle. Je vais les présenter très brièvement et leur demander d'essayer de respecter le temps afin qu'on puisse se rendre à la fin, parce qu'effectivement, on a peu de temps pour les 8 interventions. Je vais commencer avec Michel Bergeron, dont la présentation s'intitule « Intelligence artificielle et santé globale, un pont vers le futur ».
Alors, un peu le titre de l'œuvre de Van Rensselaer-Potter. Et Michel, il est professeur associé au département de médecine sociale et préventive, École de santé publique de l'Université de Montréal. Il est membre de la commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec. Le Québec est la seule province qui a une telle commission. Il est membre de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Alors, Michel, je te passe la parole. Merci, Michel. Je vais tenter de vous partager ma présentation. Si ça ne fonctionne pas, bien, Mylène Deschaines viendra à mon secours. Alors, allons-y. Ça marche très bien. Ça marche bien? Oui, très bien. Parfait. Donc, ce que j'aimerais, premièrement, c'est remercier Michel Jean et Mylène Deschaines pour l'invitation qui nous a été faite ici au Québec et de la chance de participer à cette présentation. J'aimerais aussi remercier Christian Hervé pour cet honneur qui m'est fait de prendre la parole au sein de l'IREB. Si vous me permettez, j'aimerais commencer avec un petit moment de nostalgie. Mon âge le permet. Alors, j'ai en tête les toutes premières journées de l'IREB qui se sont tenues à Paris, les 12 et 13 décembre 2001. Et à cette époque-là, bien, on avait choisi pour l'axe 1, qui était l'axe de l'éthique de la recherche, le thème du financement et de la protection des personnes en recherche. La recherche est bien évoluée depuis, mais le respect et la protection des personnes, à mon avis, demeurent. Donc, c'est un élément que j'aimerais aborder avec vous. Dans la présentation qui suit, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment m'arrêter sur le sens et la portée de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs définitions qui existent, il y a plusieurs conceptions. À un moment donné, c'est un peu difficile de s'y arrêter. Et la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Québec s'est arrêtée sur une définition qui lui semblait souhaitable et qui sera formulée dans un avis qu'on verra un petit peu plus tard. J'aimerais aussi, dans un deuxième temps, m'arrêter à la notion de santé globale à partir de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Pour faire court, je l'appellerai DM. Et j'aimerais finalement m'arrêter un petit peu à la pensée de Potter, Van Rensselaer-Potter, pour voir à partir du livre Bioethics Bridge to the Future, s'il y a des éléments qui permettent de réfléchir à la situation, aux aspects éthiques de l'intelligence artificielle. Alors, la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Québec, la CES, travaille sur les dossiers en lien avec l'IA depuis plusieurs années. À un moment donné, lorsqu'on a continué à réfléchir sur le sujet, il est apparu qu'il était important de circonscrire ce qu'on entendait par intelligence artificielle. Et dans un avis qui a été publié le 12 juillet 2021, sous le titre « Les effets de l'intelligence artificielle sur le monde du travail et la justice sociale », bien, on a tenté de circonscrire ce qu'est l'intelligence artificielle et certains concepts clés. La définition qui a été retenue est celle de la Déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle, qui désigne un ensemble de techniques qui permettent à une machine de simuler l'intelligence humaine, notamment pour apprendre, prédire, prendre des décisions et percevoir le monde environnant. Dans le cas d'un système informatique, l'intelligence artificielle est appliquée à des données numériques. Il sera intéressant d'entendre Mme Régis tout à l'heure ou demain parler sur la notion de l'intelligence numérique. Pour la Commission de l'éthique, la perspective de l'intelligence artificielle, c'est vraiment une perspective qui est inclusive. Donc, tout ce qui est lié au numérique est abordé sous ce thème. Et on y distingue 4 concepts qui sont l'intelligence artificielle étroite, l'intelligence artificielle générale, l'apprentissage machine et l'apprentissage profond. Je ne définirai pas chacun de ces concepts, chacun de ces termes. Si vous avez des questions, me fera plaisir d'y répondre par la suite, mais vous avez les définitions dans le document de la CES. Par ailleurs, lorsqu'on tente de définir un petit peu, de réfléchir aux aspects, aux dimensions éthiques de l'intelligence artificielle,
Dans un texte qui a été publié récemment, là, au mois de février, dans la revue Éthique publique, sous la plume de Mme Langlois et Mme Castel-Renard, on a souligné la multiplicité des régulations, des principes, des initiatives internationales qui sont basées sur des chartes et des déclarations. On pense entre autres au principe d'Alizomar, à la déclaration de Montréal dont Michel parlait tout à l'heure, au principe de l'OCDE et au principe plus récent de l'UNESCO. Au Québec, au Canada, il y a un ensemble de principes aussi qui touchent les données massives et qui est de plus en plus présent dans les discussions, c'est les principes FAIR, qui sont liés à l'utilisation des données massives. En ce qui nous concerne, après avoir regardé l'ensemble des principes, la dimension, le document avec lequel on se sentait le plus à l'aise, je me sentais le plus à l'aise de travailler, c'est vraiment à partir de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Parce que ce document-là représente certains avantages. Entre autres, c'est une co-construction qui découle de délibérations citoyennes qui visent un développement inclusif, équitable et écologiquement soutenable de l'intelligence artificielle. Elle nous présente dans ce document 10 principes, dont certains prennent racine dans la bioéthique de Heller ou ceux du rapport Belmont du Code de Nuremberg, comme le bien-être, l'autonomie, la vie privée, l'équité, la prudence, la responsabilité. Mais on trouve aussi des éléments de la pensée pottérienne à l'intérieur de ce document-là, lorsqu'on fait référence, entre autres, aux êtres sensibles, au contrôle de l'environnement, à la solidarité et à la participation démocratique. Un principe qui est retenu dans la Déclaration de Montréal et qu'on retrouve au niveau des discussions, c'est celui du développement soutenable, un concept et un principe qui a été développé dans le cadre du rapport Brundtland en 1988, intitulé Notre avenir à tous, et selon lequel le développement et l'utilisation d'un système intégré d'IA, et là je prends la parole ici de la Déclaration de Montréal, ou de l'Internet des objets, doivent se réaliser de manière à assurer une soutenabilité écologique forte de la planète. Lorsqu'on réfléchit à ces ensembles-là, on peut retrouver à partir de la définition de l'intelligence artificielle, des positions et des principes mis de l'avant par la Déclaration de Montréal, certains éléments qui nous permettent de réfléchir aux dimensions éthiques de l'application de l'intelligence artificielle. Dans un travail récent que j'ai fait avec Guillaume Paré, nous sommes penchés sur le contenu du texte de Van Potter, Bioethics, A Bridge to the Future, qui fêtait l'année dernière son 50e anniversaire de parution. Et ce qui, pour nous, était intéressant dans la perspective de Potter, c'est qu'elle permettait, entre autres, de prendre une vision globale de la bioéthique, mais aussi de l'adapter au développement soutenable et aux principes d'université. Potter, dans son texte, souligne que la bioéthique est une ouverture et une entreprise écologique globale. Et donc, il place la bioéthique dans une approche holistique, ce qui n'est pas la position traditionnelle de la bioéthique. Cette réflexion est basée sur le prendre soin des personnes, ça va pour tout le monde, mais prendre soin de la Terre et sur l'importance de l'interdisciplinarité comme contexte de métaconnaissance qui permet d'avoir un lieu d'arbitrage des connaissances. Et donc, tout l'aspect interdisciplinarité revêt une importance très grande chez Potter, qui était un biochimiste. Ce que Potter nous propose, c'est lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on aborde les différentes questions liées aux sciences, puis entre autres à l'intelligence artificielle, c'est de nous placer dans une posture qui est axée sur la réalité, donc sur la réalité des choses et sur l'humilité. Donc, il y a une position humble qui conduit à écouter et à dialoguer. Et en ce qui me concerne, écoute et dialogue sont vraiment au cœur même de ce qu'est l'éthique. Donc, la vision de Potter ici me parle beaucoup. Potter réfère à 3 concepts, celui de la connaissance, du bien commun et aussi celui de l'adaptation. Ces 3 concepts-là se
se décline en 6 valeurs qui sont la dignité humaine, la non-violence, le droit des minorités. Et je dois vous dire que pour nous, ici au Canada, lorsqu'on parle du droit des minorités, entre autres, le droit des populations autochtones occupe une place assez importante. La bienveillance envers l'environnement, le courage et la recherche de la vérité. Pour Potter, la bioéthique, c'est un pont qui doit être placé entre le passé et le futur. C'est une voie de passage. Et là, je reprends un texte de Guy Rocher, qui est sociologue québécois, qui cite Georges Simmel dans un de ses textes, qui dit c'est préférable de travailler avec l'idée d'un pont, d'une traversée communicationnelle qui permette des échanges, plutôt que d'approcher le projet ou la perspective ou les questions à partir de la porte. Parce que la porte, elle est parfois ouverte, mais elle est parfois fermée aussi. Parce que le pont nous permet vraiment cette traversée communicationnelle, cet échange entre les différents utilisateurs. Pour Potter, c'est l'utilisation des connaissances qui leur confèrent un caractère éthique. Donc, c'est vraiment à partir de la pratique qu'on peut déterminer le caractère éthique de certaines techniques. D'où l'importance chez Potter des boucles de rétroaction avec les utilisateurs. Donc, Potter voit vraiment dans la perspective, dans la réflexion éthique sur des techniques comme celle de l'intelligence artificielle, l'importance que les utilisateurs pourraient avoir de cet élément-là. Et une posture qui m'apparaît importante de souligner, c'est que, selon Potter, les experts doivent se rappeler qu'ils servent et ne sont pas les maîtres des sociétés démocratiques. Donc, cette position d'humilité-là se reflète à travers son œuvre. Pour Potter, le maintien du vivant transcende son œuvre de la première page jusqu'à la dernière page. C'est vraiment cet accent-là qui est mis sur l'ensemble de la santé perçue aussi comme étant globale, qui permet de faire la réflexion et de faire des avancées, des réflexions scientifiques. J'aimerais juste souligner qu'avant la publication de son livre en 1971, Potter avait publié un article en 1970 qui s'intitulait « Bioethics, the Science of Survival ». Et c'est intéressant de le noter dans le contexte actuel des crises environnementales et climatiques. Donc, pour Potter, la bioéthique est la science de la survie. Et ce serait, j'ai pas pu y réfléchir, mais ce serait intéressant de voir comment cette pensée de Potter s'inscrit ou ne s'inscrit pas, ou se porte à faux par rapport au dernier rapport du GIEC qui a été publié le 28 février 2022, qui portait entre autres sur la vulnérabilité, l'adaptation et la consolidation de la nature. Pour la Déclaration de Montréal, les principes qui correspondent à la conception de la bioéthique pottérienne sont le bien-être des êtres sensibles, la solidarité et le développement soutenable dans un environnement optimal. Et lorsqu'on parle de développement optimal, Potter réfère dès le début au texte d'Aldo Leopold, qui s'intitule le Sand County Almanac, dont le dernier chapitre pour titre Land Ethics. Et c'est celui qui, entre autres, modelé beaucoup la réflexion au niveau de l'éthique de l'environnement et de la perception ou de l'inclusion de l'écologie dans l'ensemble de la réflexion sur la santé. Pour Potter aussi, pour la Déclaration de Montréal aussi, la réflexion éthique doit être libre de contaminants. Et là, je me réfère à un ancien texte, on peut prendre racine dans un ancien texte, un texte qui date de 1962, de Rachel Carlson, qui s'appelle Silent Spring, qui, entre autres, revoit toute la perspective de la présence de contaminants dans l'environnement et du conflit d'intérêts. Ça, le conflit d'intérêts, chacun d'entre vous sachez que la conduite responsable des scientifiques, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour. On le voit dans plusieurs cadres de réflexion. On le voit au niveau des discussions internationales aussi. Donc, cette question du conflit d'intérêts revient de façon courante. Pour la considération pottérienne, il faut prendre en compte dans sa perception et dans sa conception de la bioéthique, il faut tenir compte de la racine grecque du terme bios, c'est-à-dire une ouverture à toute forme de conception du vivant
à l'intégration des savoirs. On peut penser, entre autres, au savoir commun et au savoir expert. Et lorsqu'on parle de savoir commun, ben moi, j'ai un penchant particulier pour tout ce qui est savoir découlant des fractures numériques, fractures en littératie ou autres, et des savoirs traditionnels qui permettent, entre autres, d'éclairer les savoirs experts. Donc, pour Potter, la bioéthique nous permet de réfléchir aux valeurs et aux conditions qui permettent conjointement à l'intelligence artificielle et à la santé globale de s'engager sur un pont qui conduit à un futur respectueux de la dignité de tous les êtres humains et de leurs multiples dimensions. Et je terminerai par une question que je nous pose pour amener à la réflexion, puis on va y réfléchir ensemble, c'est est-ce que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle et de santé globale, il y a à certains moments des risques ou des pièges qui nous attendent, comme ceux du technosolutionnisme ou de l'anthropocentrisme? Est-ce que, par exemple, l'intelligence artificielle constitue certaines fois un anthropocentrisme? Par technosolutionnisme, j'entends la présentation des innovations technologiques comme réponse nécessaire ou particulièrement efficace à tout problème social complexe et persistant. Là-dessus, on peut se pencher sur, on peut utiliser la pensée de Morozov, citée par McClure, comme président de la CES, dans un article de la presse daté du 19 mai 2020. Donc, je nous laisse avec cette question. Je pense que j'ai pas mal respecté mon temps, Michel. Donc, je vous laisse la parole à partir de là. Oui, Michel, tu as vraiment respecté ton temps. Espérons que tout le monde fera la même chose. Et merci d'avoir mis la table aussi largement sur un ensemble de questions. Comme j'ai fait mon doctorat sur le bien commun, qui est un concept très compliqué. Donc, on va revenir à ces choses-là. Et on peut même se demander si, en prenant la tangente qu'on a beaucoup prise sur la bioéthique clinique et tout ça, on a oublié un pan de la réflexion de Potter qu'on devrait réintroduire. Enfin, on va continuer cette discussion avec notre prochain intervenant, qui est Antoine Boudreau-Leblanc, qui va continuer la réflexion, comme je disais, parce que sa présentation s'intitule « La bioéthique selon Van Rensselaer-Potter ». Antoine est candidat au doctorat en bioéthique à l'École de la santé publique de l'Université de Montréal, boursier de l'Institut de valorisation des données, IVADO, son acronyme, et boursier du Global One Health Network. Voilà, Antoine, à vous la parole pour 15 minutes. Vous m'entendez tous bien? Oui, très bien. Très bien. Puis la présentation, vous la voyez? Oui, très bien. Oui. Parfait. Je vais poursuivre sur cette même lancée là, à propos de Van Rensselaer-Potter, puis surtout rentrer dans un peu l'opérationnalisation du concept global chez Potter. En fait, je vais faire un petit survol très rapide de plusieurs concepts qui ont émergé dans ma thèse de doctorat qui visaient justement à essayer de voir comment en pratique le concept global pouvait s'opérer. Une autre œuvre, donc la première œuvre qui a été parlée, le Bridge to the Future de Potter en 1971, une œuvre marquante. Deuxième aussi que Potter a réalisé en 1988, parle beaucoup plus d'Aldo Leopold, donc nous suggère de construire sur l'héritage d'Aldo Leopold. On parlait de l'éthique de la Terre, donc Ethics of the Land d'Aldo Leopold, mais aussi derrière en filigrane se pose en fait toute la science qui est derrière. Aldo Leopold est un forestier de formation, un des investigateurs premiers là, du Wildlife Ecology dans les départements là, aux États-Unis de foresterie. Donc, il y a eu un renversement complet de paradigme au niveau de la science en écologie grâce à Aldo Leopold. Donc, un des objectifs de ma thèse, ça a été de voir comment on pourrait s'inspirer non seulement de l'éthique de l'environnement issue d'Aldo Leopold, mais aussi de la discipline en écologie derrière pour enrichir un peu la manière qu'on opère la bioéthique. Et ça passe notamment par un mot qui a été mentionné tout à l'heure, donc la science de la survie peut avoir plusieurs connotations. Donc, évidemment, il y a une science pour la survie humaine, mais il y a aussi un processus adaptatif de survie propre à l'évolution, donc à l'esprit même dans lequel Potter s'introduit, donc théorie en biologie.
Et c'est ça que je vais vous mettre de l'avant durant ma présentation. Donc, l'un des éléments clés pour réfléchir à la chose, je pense qu'aujourd'hui, peut être une seule santé. Donc, avant Potter, une seule santé apparaît là, dans les années 90, 95, 2000, surtout avec les déclarations là, du sommet de la Terre. Donc, un petit peu après, donc, Potter est décédé en 2001. Donc, ce n'est pas un concept qui est mobilisé beaucoup dans l'œuvre de Potter, mais beaucoup des auteurs qui sont cités par Potter pourraient transparaître là, à l'intérieur de ce mouvement-là qui est en œuvre. Donc, ça nous donne un cadre conceptuel intéressant pour naviguer dans les esprits du biologique là, de Potter, le bio. Donc, ça, c'est une définition, la schématisation, est tirée d'une définition des grandes organisations mondiales, donc la santé humaine, animale et l'agriculture, très récente, donc définition là, de décembre 2021. Une des choses très intéressantes de la définition d'une seule santé, une de ses innovations, donc au niveau élémentaire de sa définition, c'est qu'elle vient intégrer plusieurs santé en tant que telle. Donc, c'est la définition classique, c'est une approche visant à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, mais aussi des animaux et des écosystèmes. Une autre des innovations récentes de cette définition-là, c'est qu'on vient contextualiser la définition d'une seule santé, on vient contextualiser le programme d'intervention d'une seule santé, le programme de développement d'une seule santé dans l'architecture sociale un petit peu plus large. Donc, quand on parle de développement durable, si on projette le contexte qui est ici mis, on voit là, assez bien la tripartition là, du social, donc la société mise dans un environnement, mais aussi les secteurs économiques, les disciplines académiques qui étudient la relation entre l'économie et l'environnement et la société. Donc, tripartition ici aussi. Mais une des innovations encore plus intéressantes que j'essaie de pointer ici dans ma présentation, c'est que pour réaliser ces collaborations-là entre ces différentes sphères-là, on a besoin d'un système de communication qui est très sophistiqué. Et c'est là où que, rapidement, on vient avec les systèmes d'information, donc les systèmes de technologie d'information et des communications, le STIC que je vais utiliser dans la présentation, mais aussi les environnements numériques plus larges, les systèmes de partage de données, de partage d'informations, de traduction des informations en connaissances, en savoir, en normes, en régulation. On en arrive aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle, à pouvoir penser de manière beaucoup plus fine ce qui permettrait peut-être d'opérationnaliser le global mis en œuvre par Potter. Donc, un système ici que je vais appeler un système de communication qui permet d'interconnecter toutes les dimensions parlées tout à l'heure. Donc, un des points forts, c'est l'adaptation, donc d'introduire, d'utiliser ces systèmes de communication-là pour permettre des boucles de rétroaction qui permettent d'apprendre de nos erreurs, d'apprendre des interventions, d'apprendre des systèmes biologiques qui sont à l'œuvre. Donc, comme vous voyez, là, mon écran, là, des données à l'information, mais après des apprentissages jusqu'aux données qui nous permettent de faire progresser l'intervention. Donc, ça, je vais appeler une seule santé 4.0 pour les besoins de la chose. Donc, les éléments que j'essaie d'amener dans la conversation ici sont les suivants. Là. Donc, de base, avec la perspective d'une seule santé, est-ce qu'on est véritablement capable de parler de santé humaine en focalisant aussi sur d'autres espèces, donc d'autres espèces animales, la santé des autres espèces animales, la conservation en biologie, par exemple, les espèces aussi végétales qui sont très éloignées de l'être humain, et l'environnement en général, donc le territoire en tant que tel, des objets, des concepts, des valeurs. Donc ça nous amène à savoir, là, à voir si on est capable et si on devrait même dépasser l'opposition entre médecine et écologie, voire jusqu'à intégrer des concepts comme la santé et la biodiversité. Et d'un point de vue plus opérationnel, est-ce qu'une seule santé 4.0, donc ces systèmes de communication beaucoup plus sophistiqués, permettrait d'ouvrir une conversation beaucoup plus large entre les mondes centrés sur l'humain et l'écosystème en général. Donc, je vous prends un cas d'étude, une étude de cas, je veux dire, assez classique dans la littérature d'une seule santé, et sur lequel je me suis penché là, pendant les 4 dernières années, qui est sur l'utilisation des antibiotiques. Donc, l'utilisation des antibiotiques pose plusieurs niveaux, plusieurs problèmes éthiques qui nous obligent à avoir une réflexion assez globale. Globale, pas juste au niveau mondial, mais aussi sur plusieurs dimensions, plusieurs aspects
qui entourent une bonne intervention. Donc, de base, l'utilisation des antibiotiques peut être problématique, je vous en parlais tout à l'heure, mais aussi le suivi de l'utilisation des antibiotiques, donc le monitorage du bon usage, peut créer certains problèmes. On parle souvent de renseignements personnels, aussi de renseignements de données sur, notamment en agriculture, en santé animale, sur des entreprises, sur la productivité, le rendement. Donc, ça peut engendrer plusieurs conflits d'intérêts, mais aussi sensibilité dans le partage de ces données-là. Et finalement, un autre point clé par-dessus tout ça, c'est qui décide. Donc, qui vient coordonner quelle information est acheminée à quel endroit. Donc, un autre enjeu qui peut être aussi très litigieux ou très difficile à se questionner et à mettre de l'avant. Donc, prenons d'abord l'intervention. C'est quoi la problématique avec les antibiotiques? Bon, de base, qu'est-ce qu'un antibiotique, littéralement? Donc, c'est un anti contre, lutter pour la vie, donc le bio. D'une certaine manière, un antibiotique, c'est une cure, c'est très important, donc ça permet en médecine d'améliorer la santé des patients. Mais d'un autre côté, la manière de le faire, c'est de créer une pression sélective qui réduise la population d'organismes vivants, donc des pathogènes essentiellement, des bactéries, des parasites. On pourrait aller, quand on parle d'antimicrobiens, jusqu'à des insectes ravageurs, notamment en agriculture. Ce genre d'usage-là peut être très important pour certains aspects de la production. Donc, d'un côté, c'est une cure, mais de l'autre côté aussi, c'est un certain type de polluant, un certain type de pression sélective qui entraîne une adaptation chez ces communautés bactériennes-là, qui, communément appelées, développent des gènes de résistance qui réduisent l'efficacité des antibiotiques. Donc, on a un système très complexe qui nous oblige non seulement à avoir une éthique pratique dans l'administration, la prescription des antibiotiques, mais aussi une certaine éthique des communications plus largement, où l'intrant et l'extrant doivent rentrer en étroite collaboration. Et souvent, les milieux qui prescrivent, qui produisent, économiques, académiques, sociaux, ne sont pas forcément les mêmes qui vont avoir la capacité de réellement suivre sur le terrain l'évolution des gènes de résistance, par exemple. Donc, on a besoin des systèmes de collaboration, mais aussi des communications très largement entre ces différents secteurs-là qui nous obligent à traduire certains aspects de la réalité pratique pour réussir à réellement faire des collaborations. L'autre point par-dessus ça, c'est qu'on n'a pas besoin uniquement d'une éthique pratique, d'une éthique des communications. On a aussi besoin d'être capable de se coordonner collectivement, d'aller vers une direction qui, collectivement, va dans le sens souhaitable et le sens aussi qui répond aux préoccupations des citoyens, des professionnels, des acteurs de la société. Donc, on doit bridger par un pont, finalement, comme disait Potter, entre ces deux différents aspects-là de la société qui peuvent avoir des positions des fois conflictuelles, des fois synergiques, des fois difficiles à racoler. Mais l'objectif, c'est d'améliorer les pratiques d'administration des antibiotiques en tenant compte des réalités locales, développer des programmes d'éducation qui permettent de raffiner la compréhension sur les effets biologiques, mais sans réduire la valeur des différentes disciplines, par exemple la médecine, l'écologie, qui ont des rôles fort importants en société, puis dans l'avancement des connaissances. Aussi développer une manière d'agir avec précaution, parce qu'on est dans un système à grande capacité adaptative, à grande évolution, qui nous impose une incertitude constante, qui nous oblige de partager les responsabilités entre, comme je disais, l'intrant, puis l'extrant, puis probablement d'autres secteurs de la société pour canaliser, capturer les préoccupations par rapport à l'intervention. Donc, Potter nous parlait d'une science de la survie, d'un credo de bioéthique. Donc, essentiellement, si on capture l'une de ces citations fortes là, qui apparaît dans plusieurs de ses écrits, c'est de développer une sagesse collective, un guide pratique qui permet d'engager l'action, mais qui capture tous les savoirs qui nous permettent de mieux utiliser les savoirs en société pour le bien-être collectif. Donc, si je synthétise, je fais un petit wrap-up de conclusion. Il nous manque, dans beaucoup des définitions de la santé, même aussi large qu'une seule santé, souvent un chaînon manquant qui nous permet de voir différentes dimensions au niveau des collaborations, au niveau de l'intervention d'abord, des collaborations, de la coordination et des communications qui entourent justement cette mise en commun-là collective.
Donc, je posais d'abord comme question, est-ce que c'est possible de parler de la santé humaine en allant voir ailleurs, donc allant voir la santé animale, l'agriculture, etc. C'est même plus un devoir de se demander à savoir si c'est possible de le faire. En fait, on doit le faire. L'antibiorésistance, on sait très bien maintenant aussi avec la pandémie, la COVID-19. Donc, il y a des interconnexions très étroites entre les différents mondes. Donc, on doit effectivement trouver des manières d'interconnecter ces différents pôles-là. Plusieurs facultés qui travaillent là-dessus, beaucoup d'OSBL, d'agences publiques qui travaillent sur ces aspects-là. Donc, c'est même plus une question à savoir si ça se fait, c'est en train de se réaliser. Une des questions qui est très importante à se poser, par contre, c'est savoir jusqu'à où l'élastique de l'intégration peut être fait. Donc, par exemple, si on regarde la chose à son extrême expression, est-ce qu'un médecin, dans son cabinet, prescrivant un antibiotique pour un malade, l'objectif est l'amélioration de la santé de son patient en premier lieu, est-ce que ce médecin-là pourrait en même temps intégrer des réflexions ou des connaissances sur la biodiversité de l'ensemble de l'environnement entourant son patient? Nous, on est en train d'étirer l'élastique à son extrême expression, mais c'est ça qui serait souhaitable. D'un autre côté, même chose, un forestier, quelqu'un qui a la gestion des pêches, par exemple, serait-il capable, en même temps, d'avoir en tête la biodiversité, l'écologie du milieu, la productivité des stocks, évidemment, d'avoir une pensée très fine, très locale sur la santé des populations locales. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est potentiellement une santé 4.0 où les systèmes de communication très sophistiqués, l'environnement numérique, l'intelligence artificielle, pourraient peut-être être le chaînon manquant ou un des éléments clés qui permet d'ouvrir la conversation, une conversation très large au niveau de la société, de partage de connaissances, de traduction des connaissances, de traduction des normes, des manières de faire pour que les différents secteurs de la société rentrent réellement en collaboration et en coopération, comme l'expliquait assez bien le pote. Donc, merci beaucoup. Voici la fin de la présentation. Je pense que j'ai respecté. Merci beaucoup, Antoine. Tu as aussi bien respecté le temps. Et j'aime toujours bien, parce que je suis d'accord avec cette histoire de tirer l'élastique, jusqu'où on va aller. Ce qui m'a frappé quand j'avais lu Aldo Léopold, c'est qu'il va presque au contrôle de la population, lui, qu'il y a trop de monde à un moment donné. Alors ça, c'est vraiment aussi assez compliqué là, à gérer, à imaginer même. Donc, bon, on n'aura pas le temps d'élaborer là-dessus, mais on reviendra peut-être là-dessus un peu plus tard. Alors, merci beaucoup, c'était très intéressant. On va maintenant passer à les apports de l'intelligence artificielle en médecine générale avec Olivier Saint-Lary, qui est président du Collège national des généralistes enseignants à l'Université Paris-Saclay. Alors, il est là, Olivier, je vois le nom, mais je ne vois pas la figure. Bon. Alors, ça, c'est son PowerPoint. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, voilà. Oui, on t'entend très bien. Super. J'essaie de revenir sur la diapo précédente. Voilà. Parfait. Vous avez l'image, le diaporama également? Très bien. Oui, très bien. Parfait. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc, je profite des quelques minutes pour remercier le professeur Christian Hervé pour cette invitation et vous partager ma joie de participer à ces 21e journées de l'IREB. Je remercie également beaucoup les participants précédents, enfin les orateurs précédents qui ont dressé un panorama extrêmement riche et intéressant de l'intelligence artificielle en santé. J'espère que la présentation que je vais vous faire, en tout cas, vraiment je le souhaite, soit complémentaire de celles qui ont eu lieu juste auparavant. L'intervenant précédent évoquait le médecin généraliste qui, lorsqu'il prescrit un antibiotique, doit avoir à l'esprit toutes les conséquences multiples, notamment sur l'écologie des soins d'une telle action. Et l'idée, c'est justement peut-être de faire une présentation un peu plus les pieds dans la glaise de ce que pourrait être la réflexion sur l'IA en médecine générale, avec une présentation qui va être assez centrée, et je vous prie de m'en excuser par avance, sur le système de santé français, parce qu'il y a un contexte assez particulier. Alors, au Québec également, on a eu l'opportunité de travailler avec un certain nombre de collègues québécois sur les comparaisons des systèmes de santé. Mais pour cette présentation d'aujourd'hui, on va principalement se centrer sur le contexte français, donc je propose de commencer tout de suite
avec un contexte alors, qui est le même sur le plan international, qui intègre une forte transition épidémiologique avec l'explosion des maladies chroniques, de la demande de soins, d'une population qui vieillit et qui est de plus en plus en affection longue durée pour ce qui concerne la France, en tout cas de plus en plus touchée par des maladies qui peuvent les accompagner sur des longues périodes et qui peuvent nécessiter des traitements médicamenteux sur des périodes assez conséquentes. En parallèle, il y a aussi une explosion de la littérature scientifique. De très nombreux papiers nous montrent que les données scientifiques se multiplient et il est de plus en plus difficile pour tout un chacun, et en particulier pour les acteurs de santé, d'être informés de toutes les nouvelles publications sur des champs extrêmement vastes, et notamment lorsqu'il s'agit de la médecine générale. En France, on a une difficulté actuelle relative à la démographie médicale. Aujourd'hui, il y a environ 5 millions de patients en France qui sont sans médecin traitant, et parmi ces 5 millions, plus de 600 000 qui sont en affection longue durée. Et donc cela pose des problèmes d'accès aux soins qui sont considérés comme très conséquents et qui font partie des problématiques majeures traitées notamment sur le plan politique à l'heure actuelle. Et donc tout ce contexte-là, il amène un certain nombre de propositions multiples sur les questions de modification de la formation, de partage de compétences, d'exercices coordonnés, mais également avec la question de la numérisation de la santé et de l'intelligence artificielle qui est présentée comme étant potentiellement une des solutions à apporter à la question de l'accès aux soins. La politique publique en France avance très fortement de ce point de vue-là en priorisant la numérisation de la santé pour favoriser l'accès aux soins. Alors peut-être un panorama sur l'évolution du numérique et de la santé en médecine générale ces 20 dernières années. Dans les années 2000, globalement, on pourrait dire qu'il s'agit d'une dynamique d'informatisation des cabinets de médecine générale, mais avec un choix qui a été fait en France de laisser un marché ouvert, un marché libéral sur lequel les solutions informatiques qui se sont développées étaient extrêmement hétérogènes, et ça a un impact très fort aujourd'hui sur la question de l'intelligence artificielle parce que l'interopérabilité des solutions logicielles qui ont été mises en place n'était pour le moins pas optimale, et aujourd'hui la question de la normalisation de la donnée est extrêmement importante lorsqu'on veut avancer sur ce recueil de la donnée. Il y a eu un projet qui s'appelait le dossier médical partagé, qui a été porté pendant de nombreuses années en France, et pour reprendre le vocable de notre président, on pourrait dire que ça n'a pas été un échec, mais que ça n'a pas fonctionné. Ce dossier médical partagé a longtemps été synonyme dans l'inconscient collectif des médecins de finalement peut-être une prospective lointaine du développement de l'intelligence artificielle, lorsqu'on voyait que le développement concret de ce type d'outils avait beaucoup de mal à voir le jour. Ceci dit, depuis l'introduction donc en 2009 de ce qui s'est appelé les contrats d'amélioration des pratiques individuelles, puis en 2011 de la rémunération sur objectif de santé publique, qui est la déclinaison française du paiement à la performance, la puissance publique a mis des moyens pour standardiser la manière dont les logiciels métiers étaient organisés et de la manière dont les données pourraient être structurées de manière homogène dans l'ensemble des cabinets. Alors on est encore loin d'une homogénéité parfaite sur l'ensemble du territoire, mais il y a une véritable direction qui a été prise pour travailler en ce sens depuis quelques années. Alors un état des lieux en 2020 a été fait et publié par l'adresse, donc la direction de la statistique en santé en France, et qui montre qu'il y a un véritable effet générationnel important, avec 80% des médecins généralistes de moins de 50 ans qui utilisent les 3 outils socles de la e-santé, qui sont le dossier patient informatisé, le logiciel d'aide à la prescription et la messagerie de santé sécurisée. Et alors qu'ils sont 80% chez les moins de 50 ans, ils sont un petit peu moins de 50% chez les 60 ans et plus. Alors ensuite est advenue la pandémie de Covid-19, qui a joué un rôle de catalyseur du développement du numérique en santé, avec en France un retard au niveau du numérique qui était important, enfin, pour ce qui concerne la santé, et qui a amené la tutelle à piloter la crise de la Covid-19 en relative aveugle pour ce qui concerne les soins ambulatoires, faute de données structurées et donc des données cliniques qui avaient énormément de mal à remonter. Et il faut reconnaître que lors de la crise
de la Covid, la numérisation en santé et notamment en médecine générale a été extrêmement rapide avec le développement à vitesse grand V de la télémédecine, sur lequel on pourra revenir, parce qu'évidemment, ce développement a eu un certain nombre d'effets positifs, mais aussi soulevé un certain nombre de questions. Le développement d'outils informatiques, alors c'est peut-être pas l'enjeu de développer l'ensemble des outils, mais la mise en place de CIDEP pour remonter les données positives de cas de Covid, la plateforme de vaccination Covid, la pharmacovigilance qui s'est développée avec de nouveaux outils, et évidemment la mise en place du pass vaccinal, qui est un outil développé dans un temps absolument record, avec des autorisations CNIL obtenues extrêmement rapidement, et là aussi des questions qui ont été soulevées, mais qui, en tout cas, ont mis en lumière la capacité d'un développement informatique extrêmement rapide en matière de santé en France lorsque la situation l'exigeait. Suite à la crise, et les travaux avaient été concomitants et même avaient démarré avant la crise du Covid, mais ça a été encore une fois un catalyseur, un plan national dit du Ségur du numérique en santé a été mis en place, et c'est un plan colossal avec près de 2 milliards d'euros d'investissement qui s'est mis en place, et avec aussi un changement de paradigme qui est sur le plan notamment éthique particulièrement intéressant, avec la mise en place du dossier médical partagé, donc avec l'avènement du Ségur du numérique en santé, où on passe d'un paradigme du consentement volontaire dans ce qui était l'ancien DMP à un consentement par défaut et la nécessité de s'opposer au développement de son dossier médical partagé pour que ce dernier ne soit pas ouvert. Et donc on voit un petit peu, on va faire le parallèle avec la question du don d'organes, le nouveau paradigme qui est mis en place sur le numérique en santé et le développement de son espace santé qui se fait désormais sur un consentement présumé. Le Ségur du numérique en santé développe également la messagerie sécurisée de santé, institue un identifiant national de santé et des plateformes, notamment avec ProSanté Connect, qui vont avoir une vocation très, très forte pour connecter les usagers et les professionnels de santé. Alors, ce contexte étant décrit très rapidement, les questions qu'on se pose, c'est pour développer l'intelligence artificielle en médecine générale et plus largement en santé, il faut évidemment des données. Et la question, c'est de quelles données dispose-t-on? Aujourd'hui, de manière très synthétique, on peut dire que les données en France sont principalement obtenues à partir du Système national des données de santé, qui regroupe à la fois les données de remboursement de l'assurance maladie, les données des hôpitaux qui s'appellent le PMSI, les certificats de décès qui apportent énormément d'informations sur les causes de mortalité en France, et puis tous les certificats type MDPH ou CNSA. Tous ces éléments alimentent le Système national des données de santé. Pour ce qui concerne la médecine générale, il existait jusqu'en 2022 un énorme trou dans la raquette qui était la question des données cliniques qui n'étaient pas renseignées dans le Système national de données de santé. Un projet ambitieux a là aussi été soutenu et développé par la Banque publique d'investissement qui s'appelle P4GP, qui doit permettre, à l'instar de ce qui est mis en place dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni, d'apporter dans le Système national de données de santé des données cliniques importantes issues du secteur ambulatoire. Et il paraît particulièrement important que ces données viennent également du secteur ambulatoire, en plus des données PMSI, si on souhaite voir que les algorithmes d'intelligence artificielle puissent travailler sur des prévalences qui correspondent à la fois à ce qui est pris en charge dans le secteur hospitalier, mais aussi dans le secteur ambulatoire. Et puis, c'est là où ça devient un petit peu vertigineux, d'autres données viennent enrichir les données de santé, avec des données évidemment génétiques à partir de l'exposome, du microbiome, du métabolome, aussi des données biomoléculaires, mais également toutes les données issues des nouvelles technologies, des vêtements intelligents, des smartphones, des applications connectées. Et on voit que l'ensemble des données collectées qui pourraient contribuer à l'intelligence artificielle en santé et impacter la prise en charge, notamment en médecine générale, est absolument colossal. Ce qui entraîne, de ce point de vue-là, évidemment, un potentiel disruptif de l'intelligence artificielle sur notamment la relation médecin-malade dite traditionnelle. Alors, il y a beaucoup de rapports qui sont intéressés à ces évolutions et vous en avez cité un certain nombre. Évidemment, il y a le rapport de l'OMS qui a été publié en 2021. En France, le Conseil national de l'ordre des médecins avait également publié en 2018 un rapport extrêmement intéressant sur le sujet.
Et le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, en 2018 avait également publié un rapport qui apportait de nombreuses pistes de réflexion, et je vous propose d'en partager quelques-unes ici. Donc notamment le CCNE qui rappelle que la relation de soins se fonde sur une relation humaine directe basée sur la confiance et un ensemble de décisions véritablement partagées entre le médecin et son patient, même si l'informatisation des systèmes de soins est maintenant généralisée. Alors des tensions éthiques pourraient survenir autour de quelques sujets. Alors il y en aurait probablement plus que ça, mais j'ai fait le choix de vous en présenter succinctement quelques-unes, notamment autour de la question du secret médical, par la multiplication des informations partagées au niveau numérique et les échanges entre les différents acteurs dont certains ne relèvent pas du secteur de la santé, par le recoupement des données, parce qu'à partir du moment où les données recueillies sont extrêmement nombreuses, la question de l'anonymisation des données est soulevée. Et on parle souvent plus volontiers de la pseudonymisation que de l'anonymisation, parce que le recoupement d'un certain nombre de variables peut permettre la levée de l'anonymat sur un certain nombre de sujets. Et évidemment, le contexte actuel malheureusement nous le rappelle, autour des questions de cybersécurité et de l'accès aux données de santé d'un certain nombre d'individus. Il y a des exemples par le passé dans d'autres pays qui ont relevé les dangers qui existaient de ce point de vue-là. L'autre point de tension d'ordre éthique qui m'apparaît important de soulever, c'est la question de la responsabilité de la décision médicale, avec un risque d'automatisation créé par la multiplication des logiciels algorithmiques. Et le MIT rappelait en 2018 que derrière tout algorithme décisionnel, il y a une éthique du choix. Et la question du paramétrage des algorithmes sera un enjeu extrêmement important, avec une question qui a déjà été soulevée, mais qui est celle de l'aversion du risque, avec des algorithmes qui pourraient faire le choix de minimiser au maximum les risques, et auquel cas qui pourrait engendrer évidemment un échappement des coûts de santé pour aller vers un respect des procédures algorithmiques d'aversion au risque. Et toutes ces questions, évidemment, enfin toutes ces procédures et ces algorithmes posent la question de la place de la décision partagée en santé, pour laquelle, du point de vue traditionnel, effectivement, le point de vue du patient accompagné et sur lequel il peut échanger en toute confiance avec son patient, mais la place qui est faite aux préconisations des algorithmes est à l'heure actuelle encore insuffisamment étudiée. Donc la question de la relation personnelle entre le médecin et son patient est, d'après le CCNE, menacée d'appauvrissement avec les innovations attendues du traitement et des données massives. Le patient risque d'être réduit à un ensemble de données à interpréter, pouvant parfois amener des praticiens à minimiser l'importance de son écoute. Un autre point, évidemment, qu'il faut prendre en considération, c'est l'impact potentiel considérable sur les systèmes assurantiels de santé. Alors évidemment, on peut toujours argumenter du fait qu'on a déjà aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui pourraient influencer sur le système assurantiel, mais le développement des données multiples et notamment des données comportementales des usagers du système de santé pourrait tenter un certain nombre d'acteurs et notamment d'assureurs de faire un clivage peut-être un petit peu facile entre les patients plus ou moins observants, sur lesquels les données vont pouvoir être beaucoup plus facilement identifiées qu'elles ne l'étaient auparavant. Et enfin, l'autre question qui est soulevée, c'est celle de la fracture numérique, celle de l'accès à Internet, du déploiement de l'accès au numérique. Et le CCNE rappelle que le progrès n'est éthique que s'il est partagé et accessible à tous. Alors peut-être une note d'optimisme avant d'aller sur la conclusion, c'est aussi d'évoquer que le numérique en santé peut être considéré comme une intervention non médicamenteuse. Je vous ai remis la définition de l'intervention non médicamenteuse, et aujourd'hui, plusieurs instances, notamment la Haute Autorité de Santé, estiment qu'il existe 5 catégories d'interventions non médicamenteuses, dont une intervention numérique qui peut être un outil utile dans le cadre de le maintien en bonne santé ou le développement de la santé d'un certain nombre d'individus. Et on voit que pour cela, il existe un marché extrêmement florissant avec plus de 350 000 applications smartphone santé qui ont été recensées sur les différents magasins d'applications. Et pour conclure et tenir le temps qui m'était imparti, voilà, je voudrais peut-être aller là aussi vers un peu d'optimisme et dire que les technologies du numérique doivent nous permettre de rester une aide à la décision et permettre ainsi que le temps gagné
puisse être mis au profit et libérer du temps d'écoute, d'échange et de prise en compte personnelle du patient. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Olivier. Vous nous avez mis les pieds dans la glace et vous avez soulevé des questions importantes, dont est-ce que c'est la fin de l'anonymat finalement et la question de l'éthique des choix, la question du rapport du médecin, du patient avec ces possibilités que développe l'intelligence artificielle. Donc, plein de grandes questions. Alors, merci beaucoup. Donc, on va passer à l'intervenante suivante, qui est Nathalie. Nathalie, tu es là. Oui, bonjour Nathalie. Bonjour Michel. Donc, Nathalie va nous parler de l'éthique de l'intelligence artificielle dans un contexte de santé mondiale. Quelles leçons tirer de la pandémie? Alors, Nathalie, elle est chercheuse post-doctorante à l'Université de Montréal dans le Hub Santé. Elle travaille sur la politique des organisations et droit, faculté de droit à l'Université de Montréal, boursière de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Elle a aussi travaillé et participé à l'élaboration de la Déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle. Et voilà, Nathalie, à toi la parole. Merci Madame Jean et puis merci pour l'invitation. Donc c'est ça, aujourd'hui je voulais vous présenter une partie de mes travaux qui sont en fait essentiellement une revue de la littérature sur l'éthique de l'intelligence artificielle dans un contexte de santé mondiale. Et en particulier, je m'intéresse à l'éthique de l'intelligence artificielle lorsqu'elle est utilisée pour contrer la pandémie de Covid-19. Puis j'ai choisi aujourd'hui de mettre l'emphase sur une tension particulière qui est la tension éthique relative à la gestion de l'infodémie. Donc, l'intelligence artificielle a été identifiée comme un outil prometteur pour la santé mondiale. En venant automatiser différentes tâches qui étaient jusqu'ici confiées à des humains, elle permet d'optimiser plusieurs actions de santé. Ça va de la recherche aux soins de santé en passant par le développement de politiques de santé. Et dans la même veine que différents outils de santé numérique, elle a été identifiée comme l'OMS comme un moyen d'augmenter l'accès aux soins dans le monde. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, il y a plusieurs types de systèmes d'intelligence artificielle qui ont été développés et qui pourraient contribuer à cette lutte. Selon la catégorisation de Bullock et de ses collaborateurs, ils peuvent intervenir à 3 principaux niveaux. Donc au niveau moléculaire, avec par exemple l'optimisation de la découverte de vaccins ou de traitements. Au niveau clinique, en venant intervenir en support au diagnostic ou encore au triage des patients en soins intensifs, ou encore au niveau sociétal avec l'identification de fausses informations ou la modélisation de la pandémie. Donc, il y a de nombreux bénéfices potentiels. Cependant, l'usage de l'intelligence artificielle en santé soulève également plusieurs enjeux éthiques qui ont fait l'objet de beaucoup d'attention dans les dernières années. Donc, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail, mais pour les présenter rapidement, il y a ce risque dont on a déjà parlé d'atteinte à la protection de la vie privée et de l'intimité, parce que les algorithmes d'intelligence artificielle sont extrêmement dépendants des données et du nombre de données disponibles pour apprendre. Et donc, au-delà des enjeux de recoupement ou d'anonymisation, il y a aussi cette idée que les données de santé collectées et utilisées ne sont plus des données de santé traditionnelles qui font l'objet généralement d'une protection forte, mais aussi des données issues des téléphones intelligents ou des médias sociaux, ce qui fait un pas de plus dans l'intrusion potentielle. On a également des enjeux liés à la justice sociale, donc en termes d'équité et de diversité. Donc ça vient des biais potentiels que pourraient perpétuer les algorithmes, mais ça vient également de l'accès aux technologies qui supportent des systèmes d'IA, donc aux technologies numériques, comme on l'a mentionné. C'est ce qu'on appelle généralement la fracture numérique. Puis il y a un intérêt des organisations internationales à dépasser cette fracture et à équiper les populations qui ont peu ou pas accès au numérique du monde à ce genre de technologie. On a également des enjeux liés à la transparence. Donc ça, c'est la fameuse boîte noire des algorithmes et au fait qu'il n'est pas toujours possible d'expliquer les raisons qui amènent un algorithme à formuler une recommandation, ce qui en santé pourrait, par exemple, nuire au consentement libre et éclairé des patients. Des enjeux liés à la déshumanisation des soins et des patients, avec notamment une diminution de la supervision humaine, puisque l'intelligence artificielle vient ici pour remplacer les humains sur certaines tâches.
des enjeux liés à la sécurité des systèmes. Donc là, on va parler de failles dans la sécurité, de double usage et de mésusage potentiel. Puis on peut le voir par exemple avec certains risques de piratage, notamment des hôpitaux. Ou enfin des enjeux liés à la responsabilité. La grande question qui revient souvent de qui, de l'humain ou de la machine, va finir par être responsable lorsque des erreurs se produisent. Donc, comme ça a été dit, la pandémie de Covid-19, elle a un petit peu agi comme un catalyseur du numérique en santé. Et l'ensemble de ces enjeux ont été observés, voire potentialisés pendant la pandémie. Par exemple, par rapport à la protection de la vie privée et de l'intimité, on a eu un recours croissant à des données de millions de personnes dans le monde pour différents objectifs, comme par exemple la surveillance en santé publique. Et on a cette volonté, en fait, de partager le plus de données possible en vue du bien commun. On a par exemple l'OMS qui veut développer un hub sur les pandémies et les épidémies, donc qui serait une plateforme mondiale de collecte et d'analyse de données en lien avec la pandémie, en vue de les partager puis de maximiser les bénéfices pour le bien commun, et notamment de dépasser les limitations liées à la confidentialité des différents États pour justement, en raison justement de ce bien commun. Je vais donner un deuxième exemple parce que ce n'est pas le point de ma présentation, mais en vue par rapport à la justice sociale et en vue de cette fracture numérique, on a vu que celle-ci a été exacerbée lors de la pandémie de Covid-19 parce qu'on s'est beaucoup appuyé sur des technologies numériques, notamment pour répondre des enjeux liés au Covid-19, notamment pendant le confinement, et on a pu laisser de côté ou exclure des solutions de santé offertes des personnes qui avaient peu ou pas accès à l'IA, au numérique et aux différentes technologies qui les soutiennent, comme certaines personnes âgées, des personnes ruralisées ou des groupes aux revenus limités. Donc pour guider les réponses à ces différentes préoccupations éthiques, il était particulièrement à propos de se référer aux nombreuses initiatives à travers le monde qui ont défini les principes éthiques directeurs pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Donc comme l'a dit M. Bergeron, il y a eu beaucoup d'initiatives à ce niveau-là. Il y en a 173 en fait qui ont été recensées en 2020, incluant la déclaration de Montréal. Donc je cite également. D'abord parce que c'est celle que j'utilise pour l'analyse que je vous présente ici, puis je ne repasserai pas sur les points forts de cette déclaration puisque M. Bergeron l'a très bien fait, mais également pour la déclaration de conflit d'intérêts potentiel, j'en étais la coordinatrice scientifique. Donc cependant, quand on se penche sur les lignes directrices et donc ces principes éthiques qui pourraient guider le développement éthique de l'IA dans un contexte de santé mondiale et dans le contexte de la Covid, on se rend compte qu'il y a plusieurs dilemmes éthiques qui ressortent. Donc, en fait, des situations dans lesquelles il ne va pas être possible de respecter un principe éthique sans entraver le respect d'un autre principe, et qu'il est nécessaire de résoudre, sans quoi ces différentes lignes directrices pourraient se traduire en recommandations en apparence contradictoires dans un contexte donné. Donc, en faisant cette analyse, moi et ma directrice, on a mis en évidence plusieurs dilemmes dans le cadre de l'usage de l'IA pour contrer la pandémie de Covid-19. Puis là, je vais vous en présenter trois rapidement, le dernier étant celui que j'ai choisi de développer plus en détail pour cette présentation. Donc, le premier dilemme est en fait un dilemme entre le principe d'équité et le devoir moral de répondre de la fracture numérique qu'on a mentionnée, en assurant un accès à tous aux technologies et aux infrastructures qui sont capables de soutenir les systèmes d'intelligence. Donc dépasser cette fracture, comme je le disais, c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui. Puis beaucoup d'organisations internationales se penchent sur ce problème et souhaitent équiper en téléphone portable ou en ordinateur les parties du monde qui y auraient peu ou pas accès, notamment en vue d'augmenter l'accès aux soins. En même temps, respecter ce principe d'équité viendrait potentiellement s'opposer au respect du principe de développement soutenable, qui demande notamment de limiter l'impact environnemental de ces technologies numériques, puis on va accroître leur nombre si jamais on équipait tout le monde avec ces technologies. Et il faut savoir que donc, ça commence de plus en plus à être référencé, mais cet impact, il n'est pas neutre. Donc on aurait déjà une augmentation de ce qu'on appelle les e-déchets, mais il y a aussi une empreinte carbone du numérique qui est de plus en plus documentée, notamment celle des data centers. Et on commence aussi à documenter le coût énergétique de l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle qui, lui non plus, ne serait pas neutre.
On a un deuxième dilemme qui a pu s'observer qui vient opposer en fait le respect du principe de vie privée et d'intimité qui va l'opposer au principe de solidarité. Donc ce dilemme-là, il a été particulièrement débattu dans le contexte du partage de données en vue de mettre en place des mécanismes de surveillance de santé publique, comme par exemple avec les applications de traçage. Et si le principe de vie privée et d'intimité va demander une certaine restriction du partage des données, selon un principe de solidarité, dans le contexte de la pandémie, on devrait maximiser ce partage pour en maximiser les bénéfices pour le bien commun. Donc, pour ce qui est du troisième dilemme, c'est un dilemme entre le principe d'autonomie et le principe d'inclusion de la diversité, puis c'est celui que, comme je l'ai dit, je vais vous présenter plus en détail aujourd'hui. Donc, selon la Déclaration de Montréal, le principe d'autonomie stipule que les systèmes d'intelligence artificielle doivent être développés et utilisés dans le respect de l'autonomie des personnes et dans le but d'accroître le contrôle des individus sur leur vie et leur environnement. Ça implique notamment qu'ils doivent contribuer à incapaciter les citoyennes et les citoyens face aux technologies du numérique et assurer l'accès à différents types de savoirs pertinents et qui contribuent ainsi à la formation de la pensée critique. Dans le cadre de l'usage de l'IA pour contrer la pandémie de Covid-19, ça signifie que les SIA devraient participer à la prévention en santé publique en contribuant à limiter l'infodémie, que je vais définir après, et en favorisant la diffusion d'informations fiables et adaptées qui permettraient alors d'outiller les citoyennes et les citoyens pour faire face à l'actuelle pandémie. Donc, pour la définition de l'infodémie, en fait, c'est un phénomène majeur qui s'est observé pendant la pandémie de Covid-19. C'est une surabondance d'informations, tant en ligne que hors ligne, qui se caractérise par des tentatives délibérées de diffuser des informations erronées afin de saper la riposte de santé publique et de promouvoir des objectifs différents de certains groupes ou individus. Donc ça, en fait, ça englobe les fausses nouvelles, donc les fameuses fake news, mais également les discours divergents à caractère complotiste, par exemple. Et plusieurs auteurs mentionnent que ça a été particulièrement favorisé à l'heure des médias sociaux où tout un chacun peut s'improviser expert en santé publique, au passage sans qu'il y ait forcément de mauvaises intentions. Donc, comme je le disais, ça a été un phénomène majeur de la gestion de la pandémie, donc il est nécessaire de contrer l'infodémie, notamment parce que ça peut affecter l'adhésion aux mesures de santé publique. De différentes manières. Ça peut par exemple nuire à l'adoption de comportements protecteurs dans le cas où les informations et les contenus partagés remettent en question leur efficacité. Ça peut venir distordre la perception du risque. Donc ça, c'est par exemple des informations qui vont minimiser l'impact du Covid. Ou ça peut aussi impacter la confiance dans les experts ou les autorités publiques. Donc ça va être peut-être plus les discours à caractère complotiste. Parfois, ça va même nuire à la santé des populations en faisant directement la promotion de comportements dangereux. Par exemple, boire de la javel comme traitement, qui a été identifié comme une des fake news qui a beaucoup circulé pendant la pandémie de Covid-19. Donc, d'abord, par rapport à tout ça, pour revenir à l'intelligence artificielle, on a certains systèmes d'intelligence artificielle qui ont pu participer à l'infodémie en favorisant la polarisation idéologique et en contribuant notamment au phénomène de bulles de filtre ou de chambres d'écho. Donc ça, c'est un phénomène qui fait que en segmentant les contenus, donc il y a des algorithmes qui vont en fait pour favoriser l'engagement en ligne des utilisateurs et les dirigeants en fonction de leurs préférences, les exposer toujours au même contenu et surtout aux contenus qui vont dans le sens de leurs opinions de départ. Donc ça, c'est le phénomène de bulle de filtre. Puis dans les chambres d'écho, on va avoir une répétition de ces informations qui vont dans le sens de nos convictions initiales, ce qui pourrait être problématique, par exemple, quand ces informations sont fausses, parce que ça va augmenter leur crédibilité avec la répétition. Puis il va y avoir un espèce de sentiment d'appartenir à une majorité ou de validation de la pensée ou de l'information qui est diffusée. Donc ceci pourrait nuire au principe d'autonomie, pour les raisons que j'ai présentées plus tôt, mais aussi parce qu'il stipule que les systèmes d'intelligence artificielle ne doivent pas être développés pour propager des informations peu fiables, des mensonges, de la propagande, et devraient être conçus dans le but d'en réduire la propagation. Bon, cela étant dit,
Il y a aussi plusieurs systèmes d'intelligence artificielle qui ont pu contribuer à limiter l'infodémie, comme par exemple en diffusant des informations pertinentes. Ça a été le cas de chatbots. Il y a notamment l'OMS qui a développé un chatbot interactif pour répondre à des questions en lien avec la Covid-19 sur des sujets prédéfinis, ou encore en détectant de manière automatique des informations fausses ou trompeuses, en particulier sur les médias sociaux. Ça, c'est permis notamment par les progrès qu'on a eus en traitement de langage naturel. Cependant, en automatisant cette identification d'informations fausses ou trompeuses, on voit un risque de glissement vers une atteinte au principe d'inclusion de la diversité, selon lequel les systèmes d'intelligence artificielle ne devraient pas conduire à une uniformisation de la société par la normalisation des opinions, et qu'ils ne soient pas utilisés ni développés dans le but de limiter la liberté d'exprimer des idées et de communiquer des opinions dont la diversité est la condition de la vie démocratique, donc selon la Déclaration de Montréal. Donc à ce niveau-là, on a vu un risque d'atteinte à la liberté d'expression et à la diversité des opinions en venant systématiser l'identification de fausses nouvelles selon trois éléments essentiels. Bon, il y en a plus que ça, mais j'ai choisi de présenter ces trois-là aujourd'hui. D'abord, il y a l'enjeu associé à la définition d'une information fausse ou trompeuse. Donc, si le dilemme est peut-être moins important ou pas présent pour des informations qui sont de manière évidente fausses, comme par exemple boire de la javel, est dangereuse pour la santé des individus, il y a beaucoup d'informations ou de contenus qui vont se situer dans des zones de gris. Et à ce moment-là, on arrive à identifier si c'est une information fausse ou non devient une tâche complexe et parfois subjective, en particulier en situation d'incertitude, comme c'était le cas pendant la crise du Covid. Plus loin encore, en fait, il y a même un risque d'instrumentalisation de cette lutte contre l'infodémie, avec un glissement vers définir ce qui est faux comme tout ce qui va à l'encontre du discours officiel. Et ça, en fait, en fonction des pays, ça a pu être plus ou moins bien utilisé. On a par exemple un auteur qui rapporte qu'en Inde, il y a eu un contrôle des contenus journalistiques qui étaient diffusés et qui étaient censurés quand ils n'allaient pas dans le sens du discours officiel. Plus loin encore à ce niveau-là, quand on parle du fait que ça va à l'encontre du discours officiel, on a aussi des discours officiels qui diffusent des nouvelles qui sont considérées, dans certains pays, qui vont être considérées comme fausses dans d'autres pays, comme par exemple on a pu le voir au Brésil. Donc il y a quand même quelque chose à travailler autour de cette définition d'une information fausse. Le deuxième élément qui est intéressant à prendre en compte au niveau de l'atteinte à la liberté d'expression, c'est les actions, qu'elles soient humaines ou non, qui sont prises une fois le contenu problématique identifié, une fois la fausse nouvelle identifiée. Donc là, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, on a vu plusieurs types d'actions qui pouvaient être prises. Ça va du déclassement des contenus problématiques ou du surclassement des informations jugées pertinentes. Donc ça veut dire qu'ils vont apparaître plus haut et plus facilement dans les moteurs de recherche ou dans les fils d'actualité. Jusqu'au tag du contenu problématique. Donc par exemple, il va y avoir un marqueur qui indique que cette information n'a pas été vérifiée ou que cette information est potentiellement fausse. Ça va aussi jusqu'à la censure. Donc parfois, on supprime carrément le contenu problématique de la plateforme où il est diffusé. Voire dans certains pays, puisqu'on est dans un contexte de santé mondiale, c'est intéressant aussi d'aller le voir, certaines mesures punitives et criminelles, comme on a pu l'observer par exemple en Chine, où ce qu'on appelle des marchands de rumeurs ont pu être arrêtés carrément par la police. Donc les deux éléments que je viens de présenter sont peut-être pas spécifiques à l'intelligence artificielle, parce que ce dilemme s'inscrit dans un dilemme beaucoup plus large qui dépasse les seules technologies numériques. Mais cependant, avec l'IA, on a plusieurs auteurs qui s'inquiètent du caractère automatique et systématique de cette identification, voire du déclassement ou de la censure, en raison notamment du fait de l'impossibilité de l'intelligence artificielle à évaluer le contexte, les nuances linguistiques ou les nuances culturelles, qui sont extrêmement importantes, comme on l'a vu, vis-à-vis de la définition de ce qu'est une information fausse ou trompeuse. Donc, pour conclure, d'abord vis-à-vis de ce dilemme, donc on voit qu'il existe un dilemme qui renvoie à la tension entre le devoir d'assurer la prévention en santé publique par l'éducation de la population
selon un principe d'autonomie, ce qui demande notamment de limiter la propagation d'informations fausses ou trompeuses, tout en préservant la liberté d'expression et plus particulièrement l'expression de la diversité des opinions, considérant le principe d'inclusion de la diversité de la Déclaration de Montréal. À ce sujet-là, donc, une des leçons à tirer de la pandémie vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est peut-être l'importance de résoudre les dilemmes de l'éthique de l'IA. L'intérêt est double, en tout cas, je vois deux principales raisons de se pencher là-dessus. D'un point de vue de l'éthique de l'IA en général, la résolution des dilemmes est une des prochaines étapes essentielles de ce domaine pour assurer un développement responsable de l'intelligence artificielle dans différents contextes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Aujourd'hui, les efforts se tournent vers comment mettre en œuvre et appliquer tous ces principes éthiques qui ont déjà été identifiés. Et il y a beaucoup de défis et d'obstacles pour le faire, puis répondre de ces dilemmes est une de ces étapes essentielles. Et c'est aussi essentiel parce que ça pourrait alimenter un certain désintérêt pour l'éthique, parce qu'on pourrait avoir tendance à croire que parce que c'est contradictoire, du coup, ça ne marche pas, et plus se référer à ces lignes directrices. Le deuxième intérêt de se pencher sur ces dilemmes et de les résoudre, c'est d'informer la gestion de futures pandémies et ainsi assurer de bénéficier du plein potentiel des systèmes d'intelligence artificielle, alors qu'aujourd'hui, plusieurs experts ont souligné que le rapport a quand même été relativement modeste. Lors de l'actuelle pandémie, en fait, ces systèmes sont quand même à un stade très précoce de développement et les systèmes de santé ne sont pas complètement prêts à les accueillir. Puis, dans les différentes limites à leurs usages et à leur développement, on a noté que les considérations éthiques ont pu être un frein à leur efficacité. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Nathalie. En fait, revenir sur le travail de l'OMS actuellement qui veut faire un instrument qui a déjà été appelé une convention, mais je pense que ça va être très long parce que, comme tu disais, la souveraineté des États, c'est très présent parce qu'ayant siégé à l'OMS pour le Canada, alors oui, c'est bien beau, mais il ne faut pas toucher à ce qui se passe dans mon pays. Donc, ça va être je doute qu'ils puissent terminer ça rapidement. Enfin. Donc, tu as soulevé plein de points qui peuvent toucher aussi le rapport entre la science et le politique, là, qui a été mis en évidence ici, en tout cas, avec nos multiples conférences de presse, avec le directeur de la santé publique et le premier ministre. Donc, ça, c'est quelques enjeux soulevés rapidement. Bien, merci beaucoup.